Troisième épisode du Call Show. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être encore avec nous. Encore une fois, Matt, mon bon chum, il est là. Salut, Pat. Hey, je sais pas si tu as vu, mais le monde commence à nous suivre pas mal. Ouais, ça grandit merci. vite. Ouais, ça va vite, merci. N'hésitez pas à nous suivre sur la plateforme de Call Sport et si vous ne voulez pas nous suivre sur la chaîne YouTube aussi, à nous donner des commentaires, puis nous donner des conseils là-dedans aussi. Peu importe, on lit tout le monde. Ouais. Puis honnêtement, c'est le fun. On bâtit ça, puis on est en train de bâtir quelque chose de pas pire. Côté commentaire, on n'est pas susceptible en plus. Je Non, ça pas. va, hein. Moi, j'adore ça. Puis, tu sais, c'est du sport, c'est du divertissement. Si on peut s'astiner un peu, c'est drôle aussi. Puis abonnez-vous à Call Sport, abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. En étant abonné, vous pouvez participer à des concours. Il y a un concours qui vient de terminer. On a donné des billets des Canadiens, des billets de show de Louis Morissette. Éventuellement, nous, on va donner aussi des cadeaux qui ont rapport au Call Show. Donc ça va être vraiment intéressant. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Puis, écoutez, c'est ensemble qu'on va bâtir ça. Moi, j'ai été très surpris de voir le following de notre deuxième épisode. Je suis très agréablement surpris. Vraiment. Puis imagine avec le show qu'on a aujourd'hui. C'est prêt? Hey, super prêt. On passe avec le premier round. Round 1. Matt, premier round, encore une fois, un show extrêmement chargé. On a du stock. Oui, on va parler... Non, c'est pas vrai. On parlera pas de Jake Paul et Anthony Joshua tout de suite. Ça fait deux fois, là. Non, mais là, c'est parce que là, ça a été annoncé en décembre. On va en parler la semaine prochaine. Quand on va voir la date comme telle, on va en parler. Il y a plusieurs choses qui se passent. Mais là, on va parler de... C'est qui ça? You can see me. You can see me, John Cena. On parle de lutte. On l'avait dit, dans ce show-là, on va parler de tous les sports de combat. Et là, on parle de la WWE parce qu'il y a un événement quand même assez spécial qui s'est passé en fin de semaine. Oui, historique. John Cena qui a gagné le dernier titre qui manquait à son palmarès, titre majeur. Au fond, il est tombé champion intercontinental. C'est drôle à son statut tard dans sa carrière. C'est un titre un peu plus mineur. Il était champion de tout. Puis c'est un beau clin d'œil. On sait qu'il est dans sa tournée d'adieu. À 48 ans. Ouais. 48 ans, puis il fait encore des flips. Il est encore en shape solide. C'est incroyable. Écoute, la WWE, on peut le regarder. Moi, je suis un fan de ça. Je pense que c'est n'importe quel petit gars au Québec a grandi en écoutant la lutte le dimanche. Dimanche matin avec Coco Beware. Ouais, puis moi, c'était Marc Blondin, bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Ouais. Fait, j'aime encore ça. On ne se cachera pas, la lutte, là, c'est du théâtre athlétique. Très athlétique. Il ne faut pas lever le nez là-dessus. Les gars sont incroyables. Comme tu dis, à 48 ans, font encore des manœuvres sur les câbles et tout. J'ai 38 ans, puis je suis pas capable de faire ça. Fait que... Bien, l'affaire, c'est que, oui, il a gagné le titre intercontinental. C'est ça là qui lui manquait pour devenir champion du Grand Slam. Donc, dans le fond, Grand Slam, c'est quand tu gagnes les 4 titres à la lutte majeure. Donc, en 2004, il est devenu champion unifié. Il est devenu, en 2005, champion de la WWE. Il est devenu tag team champion en 2017 avec Shawn Michaels, champion par équipe. On l'oublie. Et ça, c'est en 2007. Et là, on est rentré en 2025 et finalement gagne le championnat intercontinental, devient le 25e à détenir ce titre-là, d'avoir un Grand Slam champion. C'est quand même assez solide là, comme fait de carrière. Rien de moins. C'est un des plus grands athlètes de sa génération dans la lutte WWE. Puis faire ça sur une aussi longue période de temps. Tu sais, regarde, est-ce que tu aurais été capable de te battre au UFC pendant 25 ans pratiquement? Non, puis tu sais... Difficilement, là. Non, puis même si on dit... C'est scénarisé. Ouais. J'aime mieux dire scénarisé que c'est fake. Exactement. Parce que quand tu regardes ce qu'ils font, là, je veux bien croire que c'est scénarisé, mais ils se pitchent en bas de la cage, ils se frappent avec des chaises. Tu sais, je comprends qu'il y a un certain aspect cascade là-dedans, mais ça reste des solides athlètes. Il y a beaucoup de dessous en tout ça. Tu sais, mettons, oui, c'est scénarisé, mais le scénario peut changer en plein milieu de combat, avec la foule, la réaction. Puis, ils font ça soir après soir. Les gars sont sur la route non-stop. Ouais. C'est toute une vie. Un combattant, tu as un combat, mettons, tu as un camp d'entraînement de 3 mois, après tu as une pause. Eux, c'est non-stop, sur la route. Il faut qu'ils restent en shape, il faut qu'ils s'entraînent. C'est phénoménal ce que ces gars-là font. John Cena est devenu le 25e lutteur de la WWE à remporter le Grand Slam. Ça s'est passé en fin de semaine, tournée d'adieu, 48 ans. Donc, on va pouvoir se retirer avec le devoir du... Plus qu'accompli. Accompli, exactement. Fin de semaine, ce qui s'est passé aussi, c'est Fight Night. Encore une carte au Apex qui, sur papier, était moyenne. 2 semaines de suite, des cartes moyennes sur papier qui nous donnent un show extraordinaire.
on vous avait averti. Ça fait 2 semaines qu'on vous avertit. Bon, le show qu'on va parler plus tard en fin de semaine est majeur, mais ces cartes-là sont incroyables. Encore là, 8 finishes, je pense. 8 finishes en 12 combats, ouais. Toute la carte principale, c'est que des finishes. KO, soumission, on en a un pour tous les goûts. C'était vraiment impressionnant, puis on a vu des hot prospects là-dedans. On a eu des hot prospects, mais là, je veux qu'on parle du speech de Josh O'Kitt avant. Écoute, c'est un nouveau polo qui arrive. Ouais. Finit son gars au premier round. Un ancien joueur de football avec les 49ers dans l'équipe de pratique. Un lutteur émérite dans sa carrière collégiale aussi. Passé à travers son adversaire. Mais c'est pas de ça qu'on se rappelle. Écoute, on parlait de lutte, là, 30 secondes. Le speech épique de victoire. Écoute, avec son bandana américain puis tout, avec le drapeau des États-Unis, un speech incroyable. Il a mixé qui dans son speech? Il a mixé Hulk Hogan, Macho Man. Il a mixé... il a fini avec Chael Sonnen. Oui. Il a fait un petit clin d'œil à Chael Sonnen quand Chael Sonnen avait parlé d'Anderson Silva. Il avait dit Anderson Silva, you absolutely suck. Oui, c'est vrai. Puis il a repris cette phrase-là sans nommer le nom d'Anderson Silva. Mais il a challengé Walter Walker, donc le frère à Johnny. Puis c'est exactement ça qu'il a dit. Il a dit Walter, you absolutely suck. Puis c'était un petit clin d'œil à Chael Sonnen. Ce serait intéressant à voir comme combat, by the way. Mais écoute. Mais je pense qu'ils l'ont booké en décembre. Je pense qu'ils l'ont booké. Ah, déjà, c'est en décembre. Très nice. Mais écoute, le speech, moi, après une performance comme ça, tu le sais, tu vas te battre. Tu as tout l'énervement, l'excitation, le stress. Tu délivres une performance. Puis son speech est resté là. Préparé. C'est incroyable. Il y a eu Morales contre Matt Schnell, une clinique de Jiu-Jitsu, un masterclass. Incroyable. Écoute, c'est drôle, on porte tous les deux un chandail de Jiu-Jitsu aujourd'hui. Écoute, moi, j'écoutais ça en live, j'étais émerveillé. J'étais comme, oh mon Dieu, mon sport est merveilleux. Une masterclass incroyable. Commence avec un Kimura du Nord-Sud, transitionne en crucifix, finit avec une guillotine. On s'en parlait avant le show, Pat. C'est ça, quand tu progresses dans le Jiu-Jitsu, tu as 1, 2, 3, 4 coups d'avance. C'est ça qui différencie une ceinture blanche d'une ceinture noire. On l'a vu avec Morales, qui est en feu ces temps-ci, mais ça, c'était vraiment l'art. Tu sais, on parlait de... C'est des transitions. Oui, des transitions. Le mot art dans martial art, mais ça, c'en était une belle démonstration. C'était fou. Puis tu sais, c'est cool parce que Morales, oui, c'était son deuxième périple à l'UFC. Il s'était fait mettre dehors. Là, il est revenu, il a gagné d'Ultimate Fighter la 33e saison. Là, il est reparti là, sur une belle streak. Puis surtout avec une performance comme ça, c'était assez solide. Ouais, puis c'est rafraîchissant, c'est 135 livres, je me trompe pas. Super rafraîchissant. Puis Schnell, là, il n'est pas dans une bonne passe, là, mais il est bon. Là. Ah oui, bon c'est pas n'importe qui non plus. Là. Tu voyais clairement qu'il était pas là. Il craignait beaucoup d'aller au sol. C'est arrivé, mais écoute... Puis tu sais, Schnell, c'est une black belt aussi. Là. Oui. Mais pas... Tu sais, bien beau sur papier, dire c'est une black belt contre un autre. Il y a des différents niveaux de ça. Là. Un sujet qu'on jasera la semaine prochaine, justement. Là, il y a des black belts dans les black belts aussi. Je veux dire, la semaine prochaine, vous le dites, on a un bon sujet là-dessus. Une salée. Il n'y a pas eu de Fight of the Night, de bonus donné. Mais à mon avis, le Fight of the Night de ce soir-là, Barcelo contre Ricky Simon, je pense qu'ils se sont donnés à peu près 1000 uppercuts, les deux. Pour vrai, ça a échangé, ça a cogné solide. C'était le meilleur combat de la soirée, à mon avis. Oui, les combats, comme je te dis, on en a eu des très bons, mais ça l'était. C'est comme si les deux avaient flip de script. Puis, tu sais, quand tu coaches dans le coin de deux gars qui se disent, hey, finalement, on va à la guerre, les uppercuts fusaient de partout. Mais ouais, gros combat. Puis, je trouve ça dommage qu'ils ne donnent pas de Fight of the Night. Ils ont donné 4 performances. of the Night. Donc, ils donnent 4 bonnies de performance par show. Fait que s'ils donnent un Fight of the Night, les deux, ils vont l'avoir. Puis là, il en reste juste 2 à donner. Ou juste 2. Comme si c'était 50 000 qu'elle allait déranger de quelque chose dans le business. Là. Mais les chèques comptent. Exemple, s'ils le donnent aux 2 pour Fight of the Night, ça compte pour 2, fait qu'il en reste juste 2 pour les autres. C'est ça. Okay, c'est 50 000. C'est ça. C'est pas... Non. Ça pourrait être majoré un peu. Ça pourrait être un petit peu. Ça, des fois. T'as Bonfin en finale qui a fait un statement contre... Puis, un statement, parce qu'on s'attendait que Bonfin l'amène au sol et qu'il le torche à terre. Ouais. Mais il l'a dominé debout. Il m'a impressionné debout. En plus. Il était à l'aise. Ouais. Il était à l'aise, puis il nous a montré des belles choses. Puis je pense justement, ces Fight Night-là, c'est la chance de se faire valoir puis de démontrer que tu es complet. Parce que des spécialistes, on sait que le UFC aime plus ou moins ça, je pense, pour upgrader dans les rankings. Le UFC aime quelqu'un qui peut donner un show partout. Ben là, il l'a montré avec ça. C'était spectaculaire. Son genou en tombant sur le dos en plus. Oui. Wow! Oui, puis tu sais, je pense que Brown a été surpris par la stratégie aussi. Il y a une question de ça aussi à un moment donné. Brown s'attend qu'il l'amène à terre, il reste debout, il se fait toucher. Là, je suis dans mon monde, puis ça va pas bien. Là. Exact. Je peux pas aller à terre avec Bonfin, ben je le sais, même si il n'est pas mauvais au sol, Brown, mais on n'est pas du même niveau non plus. Fait que là, il se retrouve dans un cul-de-sac, ça se retrouve un peu les mains liées. Là, il hésite. Il y en a qui disent que c'était peut-être
Early stoppage. Moi, j'ai vu, tu sais, à TVA Sport, là, le monde qui nous regardait, là, on l'a vu la reprise, là, je peux te le dire qu'il était out. Là. Oui. C'était une question de temps. Il y aurait eu peut-être 2-3 coups de plus qui n'étaient peut-être pas nécessaires. Et c'est là vient l'importance de l'arbitre est là pour protéger les combattants. Exact. T'sais, on en a vu dans les 2 derniers shows récemment, des gros coups après le knockout. Il y a le flash knockout, la personne tombe. Puis après ça, deux coups sur le bord de la tempe. C'est un peu plate. Ça a été évité. Oui, il est revenu rapidement à lui, mais il était out. On voit ses jeux à l'envers, il tombe au sol. Il y a vraiment un moment, un bon 2-3 secondes qu'il est out. Là. Fait que ça donne quoi au bout du compte? C'est juste parce que Bonnefeld est tombé par en arrière. Fait que le temps de revenir, il y a comme un petit délai. Sinon, on n'en aurait même pas parlé. Et tu parlais tantôt, le UFC n'aime pas ceux qui ne donnent pas des shows, mais je pense qu'il n'aime pas ceux qui demandent des bonus non plus. Parce qu'il y en a 2 qui ont vu des performances assez solides, qui ont demandé des bonus, dire, par la performance, pour 2 différentes raisons. Uros Medic, parce que lui, il dit « Je me suis fait voler des bonus à mes 2 derniers combats. J'ai fini avec mes adversaires qui n'avaient jamais été finis. Mais finalement, je n'ai pas eu mon bonus de performance. Je pense que je la méritais. Il ne l'a pas eu. Mais l'autre, c'est un peu plus rough. Padilla qui s'en va faire un cri du cœur. Après ça, c'était un cri du cœur en disant « Moi, j'aimerais ça avoir un bonus de performance. » Puis pour vrai, avec la performance qu'il a faite, il en méritait un. Peut-être, tu sais, il y a des bonus discrétionnels qu'on appelle. Il y en a peut-être eu un, puis ça n'a pas été publié. Moi, je sais que je suis déjà revenu à la maison après un combat. J'avais pas eu de bonus de performance. Ben, il y avait un petit chèque normal de l'UFC. La couverte. Exact. Ça se peut qu'il y ait eu un petit bonus de discrétion, mais il reste que officiellement, il n'y en a pas eu. Puis Padilla, il plaidait sa cause en disant, tu sais, moi, ma mère, elle reste dans un trailer park. Puis moi, l'argent, je ne le prendrais même pas pour moi, je le prendrais pour elle, pour essayer de l'aider. Puis c'était beau. Puis finalement, il n'y a rien eu. C'est là que tu vois que le UFC n'aime pas la charité. Mais encore là, on pourra en reparler, mais ça montre à quel point ces athlètes-là vivent souvent dans la pauvreté. La bourse, c'est encore un problème. C'est encore un problème. Puis tu vois ce gars-là, sa mère vit dans un trailer park. Je suis comme... By the way, j'ai rien contre ça, là, mais c'est triste. Tu joues dans la ligue nationale de ton sport, puis t'es même pas capable de provide pour toi-même ou même ta famille. C'est plate. Tu sais, Padilla, je suis pas sûr qu'il reste dans un château non plus. Là. Ben non, c'est sûrement pas. Ces gars-là restent dans le gym pratiquement. Là, quasiment. Ouais. Fait que c'est ce qui est arrivé en fin de semaine. Encore un solide show. Ouais, vraiment. 8-12. Vous avez pu nous suivre sur TVA Sport 2. Ça a été vraiment une belle soirée. Puis encore une fois, tous les combats sur la carte principale ont fini avant la limite. C'est souvent quand on s'attend à rien que ça explose, ça revole de tout bord, de tout côté. Puis encore une fois, 2 semaines de suite là, au Apex. Ouais, c'est pas parce que tu as les 2 meilleurs du sport qui s'affrontent que tu vas avoir un bon show. Non, exact. On va reparler tantôt du UFC 322 qui arrive avec des gros noms. On espère qu'ils vont livrer la marchandise. On va faire un preview de ça dans pas longtemps au deuxième round. Paraît-tu que j'ai hâte? C'est ça. 324, l'UFC 324, premier pay-per-view de l'année. En janvier. Ça a été annoncé, ça va être le 24 janvier 2026. On veut mettre Ilia Topuria en finale. Mais là, contre qui? Parce que là, ça va être le premier... Parce que là, aux États-Unis, il n'y a plus de pay-per-view avec le deal de Paramount. C'est vrai. Donc, ça va être le premier... Mais ça reste des shows à numéro quand même. Ouais. Donc, ça va rester quand même l'UFC 324. Mais c'est gros, ça, pour l'UFC. Le premier show à numéro sous le nouveau contrat de Paramount, c'est énorme. On ne peut pas le manquer. Donc là, on va mettre Topuria en finale. Mais là, contre qui? C'est sûr qu'on voit contre Paddy Pimblett, ça vend. Justin Gaethje est là. Justin Gaethje, il dit, moi, si vous ne me mettez pas en combat de championnat du monde, là, présentement, je m'en vais, je prends ma retraite. Ça pourrait être très vendeur aussi. Qui mérite le plus le title fight? Pimblett, parce qu'il vend, parce qu'il est... Moi, pour vrai, je trouvais qu'il était surévalué longtemps. Mais là, je suis obligé de dire qu'il est très, très bon. Au sport, on est en train de bâtir une grande famille avec plusieurs contenus, dont évidemment le hockey, le football, le soccer, le golf et maintenant des sports de combat. Sur l'application causport.tv, vous avez de l'extra, vous avez des entrevues également. On a l'application que vous pouvez télécharger et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Oui puis non. Oui puis non. Je suis pas un fan de Paddy. Puis j'aime son aura l'entour de lui. Ça nous rappelle Conor McGregor quand il est rentré. Là, il y avait comme l'Irlande derrière lui. Lui, c'est le Royaume-Uni. C'est quand même le fun. Mais écoute, moi, je pense qu'il manque encore plusieurs combats en arrêt de la cravate. Puis je me mets dans la place du UFC. Tu veux vendre le show, le premier de l'année avec le nouveau deal de télé. Je comprends tout ça. Mais tabarouette, Topuria va être là longtemps. Puis tu sais, Topuria qui se ramasse dans un catch-22 un peu, avec Makhachev qui s'en va se battre à 70 livres. C'était ça le fight, en fait, que tout le monde voulait. Là, il se ramasse comme un champion qui peut être dominant longtemps à 155 livres. On a vu que la transition était facile pour lui.
Tabarouette, Paddy Pimblett, je pense pas qu'il est prêt. Tant qu'à ça, j'aime mieux voir un Gaethje qui risque d'être plus durable contre... Il commence à être magané. Oui, le menton commence à flancher. Parce que, je veux dire, Mané, c'est un gars kamikaze. Puis il y a tellement... Gaethje, là, ça, le bordel. Il y a tellement plus d'outils qu'il aurait pu se protéger plus souvent. C'est un excellent lutteur. Oui. Des kicks dans les jambes dévastateurs. Ouais. Mais il se plante dans le milieu puis il swing. C'est vrai que pour un promoteur, c'est comme un wet dream, ce gars-là. Là. Tu le veux, là. C'est incroyable. Je pense que sur tous ces combats à l'UFC, il y en a rien qu'un qui n'a pas eu un bonnet de performance. Oui, il fait du cash. Mais vas-tu vivre assez longtemps pour dépenser tout ce cash-là? Parce que, je me rappellerai toujours de sa première performance à l'UFC. Il arrivait de One Series, pas One Series, SF. Bref. World Series of quelque chose de genre. WOSF. Exact, il était champion de ça. On avait vu le buzz venir, mais on s'attendait à pas grand-chose. Écoute, une guerre de claques sur la gueule en bon français. Puis le problème avec Gaethje, c'est que c'est un slow starter. Ouais. Puis il faut qu'il se fasse cogner pour qu'il se réveille. Puis il se fait ébranler quasiment à tous les combats. Puis là, ça repart, puis là ça revole. À un moment donné, ça laisse des traces. Sportivement, moi, je pense que j'aimerais mieux voir ça contre Topuria. Mais Pimblett, c'est sûr, le boss serait plus gros. Puis, c'était l'UFC. Moi, je pense que tu veux peut-être garder Pimblett un petit peu plus. Ouais. S'ils voient ça one shot, on va faire du cash une fois avec le gros deal. OK, tu mets Pimblett. Mais s'ils veulent le build-up encore, moi, il en manque encore. Là. Il n'a pas battu grand monde dans le top 5. Là. Non, ça, c'est vrai. En fait, personne. C'est vrai. Mais, tu sais, l'UFC, c'est ce qui est beau avec l'UFC, c'est qu'ils vont faire souvent les combats que le monde veut voir. T'sais, comparativement à la boxe, ça retarde. Ouais. Là, l'UFC, ils font ça. Ils donnent les combats que le peuple veut voir. Crowd pleaser. Crowd pleaser. Mais je pense que même s'ils mettent Gaethje, le monde va être les deux. C'est deux excellents choix. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, puis on en a passé beaucoup. On n'en a pas parlé parce qu'on voulait parler de ça. On voulait parler longuement de Ben Askren. Quelle histoire. Quelle histoire. Ben Askren, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un combattant, c'est un excellent lutteur. Il est allé aux Jeux olympiques, représenter les États-Unis. Quand Demetrius Johnson s'est fait échanger à ONE FC, c'est contre lui qu'il s'est fait échanger. Vous le connaissez peut-être comme étant un excellent lutteur. Vous le connaissez peut-être parce qu'il s'est fait knocker en 5 secondes face à Masvidal. Peu importe. Mais c'est un gars qui est en shape. C'est un gars qui est en forme. Toujours été en shape, toujours été dans le sport. Il est rentré à l'hôpital pour une pneumonie. Ça a fini qu'il est quasiment mort. Ben, il est mort quelques fois. Il est mort 4 fois. Oui, exact. On l'a tout. Ça a éclaté en juin, mai, juin, quelque chose du genre. Écoute, c'était d'une tristesse incroyable. Tu sais, Ben Askren. 40 ans, là, il n'est pas vieux. C'est jeune. Puis il avait une après-carrière en forme pareil. Là, je veux dire, on voyait encore des vidéos de lui. Je pense qu'il est impliqué au niveau du coaching de la lutte à l'université et tout. Un gars encore en chef, arrive un truc du genre dans sa vie. C'était d'une tristesse. Puis tu sais, moi, j'ai quasiment pleuré quand j'ai vu son premier vidéo qu'il avait fait après. Écoute, il était pas reconnaissable. Non, mais il a perdu 48 livres en 45 jours. Ça, c'est de la weight cut, là. Ça, c'est vrai. Pas voulu, en plus. Non, c'est ça. Écoute, il est rentré, il a pogné une staphylocoque dorée qui s'est attaquée à ses poumons. Puis, finalement, sa pneumonie s'est transformée en double greffe de poumons. Ça a dû coûter une beurrée. Une beurrée, tu dis? Il y en a... L'UFC n'est pas sorti, mais il y a plusieurs personnes, des combattants qui se sont mis en arrière et disent aidez les dons. Là. Aidez les dons. Pour moi, ça a dû coûter pas loin d'1 million. Peut-être un peu plus. Aux États-unis, dans le système de santé. Sérieux, ça a dû coûter une méchante beurrée. Ça a fini avec double greffe de poumon. Il est mort 4 fois. Il dit mon cœur a arrêté 4 fois pendant 20 secondes. Tu rentres là, tu tousses, tu as une pneumonie, tu t'en vas de là, puis tu n'es même pas sûr de sortir de là. On s'entend que ça doit être touché, une greffe de poumon. Écoute, c'est du papier pratiquement. Là, il dit qu'il n'y a aucun souvenir. Il y a eu 59 jours d'hospitalisation. Il dit qu'il n'y a aucun souvenir du 28 mai au 2 juillet. C'est long. Il ne s'en souvient pas. Ils l'ont placé dans un coma à un moment donné pour donner un break à son corps pour récupérer parce qu'il y a eu un rejet sur une espèce de rejet sur la première greffe. Ça a été difficile. Il était sorti. Il fallait qu'il rentre. Mais je sais pas, il y a une photo qui est sortie aussi. C'est que sur son compte X, il dit, il y a 4 mois, j'étais en train de mourir. Il y a 3 mois, il fallait qu'il me tienne debout. Il y a 2 mois, je marchais avec une marchette. Puis tu le vois la photo en arrière, il a ses tapis de lutte. Puis il fait des mouvements de lutte, il fait des petites drills tranquilles. J'ai eu des frissons. C'est incroyable pour vrai. La résilience derrière toute cette épreuve-là. Puis, tu sais, c'est un bon gars, Askren. On s'entend, là, il y a eu tout
l'espèce de débat, est-ce que l'UFC a fait une erreur de l'échanger contre... Parce que, tu sais, il y a une pas pire ride à 170 livres, mais ça a été up and down quand même. Je sais qu'il avait battu Robbie Lawler à son premier combat, je pense. Controversé un peu. Après ça, le fameux knockout contre Masvidal. Mais tu sais, c'est un gars honnête, je pense, dans la cage, qui a toujours fait une belle job, dominant. Tu sais, dans One, là, je pense que son prime était déjà passé. C'était un bon vendeur aussi. Il était plus vendeur que spectaculaire. Mais il faisait la job. Un méchant lutteur là, pour les arts martiaux mixtes. Lutteur incroyable, mais oui, il n'était pas spectaculaire. Mais c'était un bon ambassadeur dans l'arrière du sport, il vendait bien le show. Sans baveux, mais c'est à la limite. C'était pas quelqu'un de controversé, mais un petit peu quand même. Fait que c'est plate quand il arrive des choses comme ça à des gens comme lui, mais quelle histoire de résilience. Je te dis, quand j'ai vu la photo sur ces tapis de lutte, j'ai eu des frissons. C'est l'enfer. Wow. C'est incroyable. Pour vrai, tu regardes ça, puis tu dis, il est mort, le gars, il est mort 4 fois. Puis il est rentré là pour une pneumonie. Il sort de là avec 2 nouveaux poumons. Là, c'est comme, quelle histoire! La vie, elle peut changer vite de même. Voilà. Il a été placé sur respiratoire, assistance respiratoire le 17 juin aussi, pour l'aider. Il pensait le perdre, ils l'ont perdu une couple de fois, puis il est revenu. Puis, ce gars-là est en shape. Là. Oui, c'est ça. Ben, malheureusement, quand ton numéro il sort, on dirait, il y a une certaine de loterie de la vie, là, si on veut, fait qu'il faut profiter de chaque moment, mais c'est ça, comme tu dis, t'as des gens pas en forme, qu'on connaît tout dans notre entourage, sa vie jusqu'à 90 ans. C'est ça. Puis lui, il arrive ça. Une méchante bad luck, pour vraiment. En tout cas, on voulait passer beaucoup de temps là-dessus parce que je pense que c'est la nouvelle de la semaine. Belle histoire. Quand la nouvelle est sortie, puis il montait des vidéos, il était en train de faire des petites drills de lutte. Le gars, il est maigre, là. Il est maigre. Ça va prendre du temps avant qu'il reprenne sa masse musculaire, puis avec raison. C'était un gros 170 livres quand même. Il y avait une stature, il était longiligne quand même. Ouais. J'espère que les UFC vont quand même faire quelque chose de l'honorer, quelque chose du genre, j'en doute pas d'après moi, mais qu'ils fassent un vrai comeback en santé, je parle, là, pas dans le monde du sport. Mais je trouverais ça cool, là, je pense. Oui, je trouve ça cool. Pas leur style? C'est bon. Faire une marche avec Donald Trump, là, non? Je vais t'expliquer quelque chose avec l'UFC. Quand j'étais là, moi, c'était les frères Fertitta qui étaient là, qui étaient les boss de ça. C'était un aspect beaucoup plus familial. Ouais. Tu sais, moi, après des combats, quand j'ai rendu à un certain niveau, on pouvait aller parler à Lorenzo Fertitta. On pouvait aller parler à Dana White. On pouvait s'asseoir avec eux autres, puis jaser de contrat, prendre un scotch avec eux autres. Puis, cool. Pas tout le monde, mais quand t'étais... Puis c'était beaucoup plus familial. Tu sais, les frères Fertitta, ils avaient parti ça de leurs mains, puis ils ont fait exploser ça, puis c'était leur bébé. Éventuellement, leur rêve, eux autres, c'est d'avoir une équipe de la NFL à Las Vegas, qui ont réussi. Mais c'était facile de parler aux gens. Encore comme de la promotion, comme boxe un peu plus. Fait que là, quand ils ont vendu ça à WMA et IMG, là, c'est rendu une business. C'est la bourse, que là, c'est plus familial pantoute. C'est vraiment business, puis tu veux parler à quelqu'un, bonne chance. Tu vas passer les étages, là, à moins que tu sois une super vedette. Là. Mais avant, même si tu n'étais pas un gros vendeur ou une super vedette, tu avais une possibilité de parler au propriétaire. Il était là, il était tout le temps là, il était là au bord de la cage, il venait te voir si tu faisais un bon fight. Dans le vestiaire, il venait te voir, il venait te serrer à la main, hey, good job. Ça, tu n'as plus ça aujourd'hui. C'est pour ça que je te dis l'aspect, est-ce que, puis Ben Askren, on le connaît, mais il n'a pas marqué l'UFC. Non, il n'a pas été champion. Je veux dire, c'est juste une figure connue dans le sport. Ouais. Moi, je pense que côté marketing, moi, je reprendrais ça au bon. Oui, on pourrait s'en servir de façon positive. Ça, mais encore là, un autre sujet, un jour qu'on fera. Après Dana White, est-ce que tu me dis, Dana White est encore très important dans le giron du UFC? Le jour où ce gars-là n'est plus là, ça va-tu perdre beaucoup de sa saveur? Je pense que oui, mais il n'est pas prêt de partir. Ça, je peux te le dire. Ouais, il est passionné de ça. Il reste que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Dana White, ça prend un gars de même pour bâtir un empire comme ça. Ouais. Tu sais, des fois, c'est sur les contacts, sur les réseaux sociaux, il va répondre à du monde, des nobody. Là. Le gars, il y a un œuf comme image, on s'entend. Là, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Puis il répond à tout le monde, puis il garoche tout le monde. Il a de l'air ultra arrogant, il a de l'air... Oui, il l'est. Sauf que si ça n'avait pas été une personnalité comme ça à la tête d'une business de même, l'UFC serait pas ce qu'il est là aujourd'hui. C'est sûr et certain. Allez écouter le documentaire Les 25 ans du UFC, ça dit tout. S'il n'y avait pas eu ces deux gars-là, les Fertitta puis Dana White, ce sport-là n'existerait pas aujourd'hui. C'est drôle que tu parles de ça parce que hier, là, on enregistre le 13. Hier, le 12 novembre, ça fait 32 ans que l'UFC. Incroyable. Le 12 novembre 1993 à Denver, c'était l'UFC 1. Ouais. Donc, on a fêté les 32 ans. World. Ouais, on a fêté les 32 ans de l'UFC et ça continue encore de grossir. Là. On continue de signer des deals incroyables à gauche, à droite. Là. Ouais. Et le deal de Paramount, ça va être
C'est on amène ça à un autre niveau. Exact. Hey, c'est ce qui fait le tour du round 1. On va aller voir ce qui se passe, ce qui s'en vient. Il se passe beaucoup de choses dans le round 2. C'est le round 2. Round 2. Matt, round 2, qu'est-ce qui s'en vient? Écoute, il y a beaucoup de nouvelles de boxe. Ouais. On va commencer avec l'ancienne championne du monde de l'UFC à 135 livres, Holly Holm à 44 ans. Rien de moins. Rien de moins. On sait qu'elle a déjà été championne de boxe par le passé. Elle est au temple de la renommée de la boxe aussi. L'UFC l'avait amené comme ça aussi à l'époque. Absolument. Une excellente kickboxeuse aussi. Mais là, le 3 janvier prochain, à Puerto Rico, va se battre dans un combat de championnat du monde, encore une fois, face à Stephanie Anne. Ouais. Écoute, Holly Holm, est-ce qu'elle est encore de niveau ou est-ce que c'est un nom qu'on emmène? On verra. Mais je pense qu'à ce niveau-là, Holly Holm, encore dans la boxe féminine, peut encore tirer son épingle du jeu. Une bonne adversaire quand même. Oui. Oui, 11-0. Oui, 11-0 elle a knocké sa dernière adversaire, je pense. Histoire intéressante, elle aussi. C'est une policière dans la vie. C'est une maman. Elle a un packaging intéressant. T'sais. Combat qui peut la propulser contre une pointure comme Holly Holm. Mais intéressant comme combat. C'est quand même une copromotion de DAZN puis MVP. C'est énorme là, pour vrai. Puis c'est pour le titre des WBA, ce que Holly Holm a déjà été en 2006-2007. Puis elle a été championne WBC, IFBA. Elle a eu beaucoup de titres. C'est un gros nom encore. Je pense quand même vendeur aussi. Extrêmement présente sur les réseaux sociaux aussi. Je pense que du côté de MVP, ça marque beaucoup de points aussi pour faire la promotion de ce combat-là. Bien sûr, surtout c'est un combat qui est à l'extérieur des États-Unis quand même, tu sais, à Puerto Rico. Gros combat, puis il y a de quoi de spécial quand même dans ce combat-là. C'est que ça va être des 3 minutes, je pense. Oui, 10 rounds de 3 minutes. Vraiment. Donc, c'est la deuxième fois qu'on voit ça, là, parce que là, on va voir... Qui est la limite masculine pour un round, exemple. On standardise le sport. C'est ce que les femmes veulent depuis des années et des années, mais personne ne les écoute. Donc, les femmes disent, on est tanné d'avoir des rounds de 2 minutes, on peut avoir des rounds de 3 minutes. Personne ne les écoute. Fait que finalement, là, ça commence à changer. La WBA, IBF sont rentrés là-dedans. WBC, ils ne veulent pas rien savoir encore. Ouais, c'est curieux, ça. Oui, exact. Fait que, on a eu cette nouvelle-là en premier. C'était Layla Baudouin qui était supposé se battre face à Baumgartner la semaine prochaine. Finalement, ça a été reporté. Ça va être reporté en mois de décembre. Là. On verra la date, mais ça va être reporté au mois de décembre. Mais enfin, on écoute les athlètes. À un moment donné, oui, puis je pense que, tu sais, homme comme femme, en dedans de 2 minutes développé en boxe, c'est quand même... Ça prend un round de 3 minutes, là. Je pense que c'est ça, tu as ta stratégie. Puis la raison était complètement stupide. Là. Ils disaient, les femmes sont plus propices à avoir des commotions cérébrales. Ça n'a rien à voir, là. Je veux dire, ça n'a pas rapport. Une femme ne fera pas plus fort qu'un homme, aussi fort qu'un homme, fait que c'est équivalent. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est en train de changer. Et tant mieux, ça se passe le 3 janvier. Eye of the Tiger et Riot Season qui sont en train de planifier un gala en janvier 2026. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que la semaine passée, on vous a parlé de Christian Mbili quand on parlait un peu de Wilkins. Il va être là. Christian Mbili qui va être là face à Mungia. Un combat qui avait supposé avoir lieu il y a une couple de mois. Mais Mungia qui avait perdu un combat inattendu. Finalement, il a repris sa revanche, il a rebattu son adversaire. Et clairement trébuché. Oui, c'est ça. Finalement, on fait ce combat-là. Juste pour vous parler pourquoi on parlait de Mbili la semaine passée, comment il est bon. Il a été aux Jeux Olympiques. Il a fini 5e aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. C'est le premier aspirant à WBC qui est le champion maintenant, qui est Terence Crawford, qui a battu Canelo Alvarez à son dernier combat. Oui, gros combat. Il y en a beaucoup qui se plaignent que ce ne sera pas la revanche contre Lester Martinez. Moi, je comprends le pourquoi du comment. Je veux dire, des combats, c'est incroyable. Combat de l'année, on va se le dire. Là, définitivement. Des combats comme ça, tu ne peux pas en livrer 2-3 de suite. Là. C'est des combats qui est pris dans ta jauge d'énergie de ta carrière, là, un peu comme quand on joue à Mortal Kombat. À un moment donné, il faut que tu sois plus intelligent avec le sport. Voilà. Il faut que tu écoutes, il faut que tu te bâtisses comme il faut. Tu as du monde autour de toi, ton entourage. C'est ce qui est le plus important quand tu es un athlète professionnel qui prend les bonnes décisions pour toi. Toi, ta job, c'est de performer. Le monde qui sont autour de toi, c'est de prendre les bonnes décisions. Définitivement, ils croiseront le chemin dans le futur, lui et Lester Martinez. Mais attendons que ce soit pour la vraie ceinture au moins. Puis Lester Martinez s'est trouvé un autre adversaire en ce moment aussi. Il planifie se battre plus en mars ou mai. Donc, mais contre Christian Mbili, ça va être un gros défi, ça aussi. Là. Il n'y a rien de facile rendu là. Mbili, il a 29 victoires, 24 KO. T'es invaincu. J'ai hâte de voir la ceinture où elle va s'en aller parce que je pense pas que Crawford a l'ambition de défendre son titre. Là. Là, c'est parce que là, Crawford il veut descendre. Voilà. Il veut devenir champion dans une 6e catégorie de poids. Parce que c'est incroyable ce qu'il a fait contre Canelo, mais je pense pas qu'il peut faire ça longtemps comme ça. Il était vraiment pas de poids, si on veut, là, contre des vrais 168 livres. Mais j'ai hâte de voir. Puis Christian Mbili, bel ambassadeur encore pour le sport.
s'exprime super bien. Je sais pas si tu as entendu des entrevues de lui. Là. Ouais. C'est super cool qu'on ait ce gars-là au Québec. Fait que j'ai bien hâte de voir ce combat-là. Puis c'est ça, on parlait de Crawford qui descend chez les poids moyens pour devenir champion dans une 6e catégorie de poids différente. Il va affronter, je l'ai pratiqué, là, mais c'est rough, là. Alim Kanouli en mars. C'est lui qui va. Il y a une histoire entre ces deux-là, mais Alim Kanouli doit affronter le 6 décembre prochain Eris Landy avant. Donc, on va voir ce qui va sortir de ce combat-là. Mais Terence Crawford, comme tu dis, je ne sais pas s'il va défendre ce titre-là. Peut-être qu'il va devenir vacant, je ne sais pas. Mais tu sais, tu viens de battre Canelo Alvarez. Tu veux quoi de plus? C'est ça. Ben, en tout cas, côté monétaire puis prestige, puis là, anyway, il est champion linéal, fait qu'il va laisser tomber toutes les ceintures, d'après moi. Puis si tu regardes dans sa séquence de championnat, ben, il manque juste le 160 livres. Ouais. Fait que c'est juste logique qu'il descende là. Pour son adversaire, justement, Alim Kanouli, il doit avoir une prononciation meilleure que ça, excusez-nous. Mais lui aussi, c'est un combattant qui veut sortir de l'ombre. Il a un beau palmarès. Ouais. Il se bat beaucoup. C'est un Kazan. Ouais, c'est un Kazan. Fait il se bat beaucoup à l'extérieur des États-Unis. Il n'y a pas eu le spotlight encore. Ouais, c'est ça. Contre Crawford, ça va être incroyable. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on aimerait ça que le spotlight, ce soit que Sam Billy qui l'a face à Crawford. On aimerait bien ça. Mais il faut qu'il passe à travers Monja en premier, qui était supposé se passer une couple de mois. Là. Ben, Crawford, c'est intéressant. Il va devenir seulement le 2e boxeur. Il va rejoindre l'Oscar de la Hoya s'il devient champion. Être 6 fois champion dans 6 catégories différentes. C'est quand même incroyable. Ouais. Floyd Mayweather n'a pas fait ça. Non. C'est 5, puis tu as le champion Pacquiao avec 8. Bon, ça, c'est out of this world, là. Mais à 6 championnats dans 6 catégories différentes, c'est quelque chose. Quelque chose. Rapidement, ce qui se passe ici au Québec, Gala Samouraï, on en parle parce que c'est une des dernières semaines pour acheter des billets. Ça se passe le 21 novembre prochain au Casino du Lac-Lémy. À Ottawa, Gatineau, exact. À Gatineau. Parlons un peu des combattants qui sont sur cette carte-là, les combattants surveillés aussi. C'est la relève de demain. Ouais. Donc, vous voulez avoir des prochains athlètes qui vont nous représenter, ceux qui nous ont suivis, ceux qui vont suivre les Jourdains. Ça prend des cartes comme ça, des galas locaux pour justement former la relève. Vraiment. Puis c'est cool ce que Samouraï fait là-dessus. C'est notre seule organisation au Québec professionnelle en MMA. C'est drôle parce que je regardais la carte. Pratiquement tout le monde sur cette carte-là, les noms que je vais vous citer, je me suis déjà entraîné avec eux autres. C'est tous des boys qui travaillent, qui se donnent corps et âme là-dessus. Des vrais de vrais. Puis on le sait, hein? Si dans l'UFC, la paye n'est pas encore au rendez-vous, imaginez à ce stade-ci de leur carrière. C'est des gars qui le font pour le love de la game. Il faut les encourager. En finale, on a Julien Leblanc contre Nemias Santana, qui est un vétéran de Contender Series pour le championnat à 185 livres. Julien Leblanc va défendre sa ceinture. Julien a battu un ancien gars de l'UFC à son dernier combat. Exact. À Gatineau aussi, j'étais présent pour parce que Johan Lennes battait sur cette carte-là. Julien qui est rendu maintenant un vétéran, là, quand même, sur la scène. Je sais pas c'est quoi ses ambitions par la suite. J'avais entendu toutes sortes de choses. Je vais laisser ça un jour s'il va en parler. S'il a l'ambition de poursuivre plus longtemps dans le sport. Mais Julien Leblanc donne toujours un bon show. Un bon athlète. Il est bon un peu partout. Fait que combat très intéressant pour la finale. Je dirais que c'est le genre d'athlète qui clutch en combat. Oui. Il est très bon au gym. Moi, tu sais, je me suis entraîné avec longtemps. C'est un travaillant, c'est un gaucher, une jambe arrière qui fait mal au corps. Très bon au gym, mais il est encore meilleur quand le combat arrive. Moi, j'ai roulé en jiu-jitsu avec. H2O, un an et demi, 2 ans. Pas exceptionnel dans rien, puis je le dis avec vraiment tout respect, mais il est quand même bon partout. Puis, comme tu dis, le soir du combat, paf, il est là. C'est ça l'important. Ouais. Puis là, il est devant sa foule en plus. C'est un gars du coin, c'est un gars de la région de Gatineau, de l'Outaouais. Fait que c'est super le fun, il remplit la foule. Julien Leblanc, combat très intéressant. On a Tommy Morrison aussi qui va se battre contre Alfredo Mouillad. C'est un combat de remplacement, malheureusement. Initialement, c'était pour la ceinture des 125 livres. Maintenant, ça va être un catchweight à 130 livres. Son adversaire précédent a eu un problème de visa, là, classique malheureusement, qui arrive des fois. Donc, son adversaire, on le connaît peu. On sait que Tommy Morrison frappe à la porte. Là. Ce qui manque à Tommy Morrison, c'est aucun... On parle pas de talent. On parle pas de comment il est bon. On parle de finish. Il a besoin de finir quelqu'un. Ouais. Maudit Bayan. Il passe proche, ta barouette. Il passe tout le temps proche. Il est bon. C'est un des meilleurs jeunes prospects qu'on a. Ça, il est bon en plus. Sauf que le problème, c'est qu'il gagne tout par décision. Et ça, c'est pas vendeur. Quand tu veux aller à Contender ou tu veux te faire reconnaître quoi de même, oui, il fait des bons specs, il fait des shows, mais pour justifier d'amener quelqu'un dans ton organisation qui est plus haut,
comment faut que tu vendes? Tu dis, il a knocké ses 3 derniers adversaires. Oh, il les a finis avec une belle soumission à Conlin. C'est une séquence de 7 victoires de suite, mais toutes des décisions. C'est un peu moins vendeur. Puis c'est rien personnel en Tommy. Je te parle juste de la business, comment elle marche. Puis moi, je sais comment elle marche, cette business-là. Puis si c'était juste au talent, Tommy serait déjà dans les plus grosses ligues. Si on se parle juste de talent. Mais là, il faut qu'il réussisse à aller chercher, à boucler la boucle, de finir un combat, puis partir sur une séquence qui va être capable de finir ces combats-là. Et malheureusement pour lui, à 125 livres, c'est une catégorie que l'UFC a toujours un peu de misère avec. Parce qu'encore là, pas beaucoup de finish dû au poids des gars. Ils veulent des gars qui finissent dans ces catégories-là. Puis Tommy, c'est ça qui manque. Mais tabarouette qui est talentueux, ce gars-là. Il est fantastique. Puis écoute, il est steady. Hein? C'est comme un computer. C'est comme un ordinateur de combat, ce gars-là. Il est super intelligent. Il fait des hautes études en plus. Il est assez brillant. Tommy, c'est une bébite en soi. Fait que je souhaite tout le meilleur, mais ça serait bon un gros finish là, pour son combat. Ensuite, écoute, un nom super connu au Québec, Michael Dufort, qui va se battre contre Alexandre Ribeiro, un combattant qui a 40 combats pro pour la ceinture 155 livres. Écoute, Mick, je considère comme un ami. Je me suis entraîné souvent avec. Un maudit bon Jack. Un peu à croiser des chemins. Mick est sur sa dernière ride. Là. Je dirais que tous les combats qu'il y a présentement, je pense que c'est des combats pivots. Oui, chaque combat est important. Il doit faire un statement à chaque fois. Ces 2 derniers combats, il a fait une incursion à PFL. Il était dans le tournoi, je pense, si ma mémoire est bonne, pour le tournoi 1 million que son partner, Oli Aubin-Mercier, a gagné 2 fois. Mick parlait qu'il avait l'ambition d'aller au UFC encore. Faut pas qu'il n'échappe un. Ça prend des grosses performances à chaque combat maintenant. Je suis d'accord avec toi. Fait que j'y souhaite le meilleur lui aussi. On a aussi Jonathan Ramsey qui va se battre à 170 livres, qui a fait son retour depuis son gros knockout. Il a fait déjà un retour. C'est son 2e combat post-gros knockout. Écoute, on va voir où il peut aller. Joe Ramsey avec tout ça. C'est quand même quelqu'un qui attire les foules, donne un show, parle beaucoup. Fait que toujours intéressant à voir sur une carte. Puis je nommerais quelques jeunes espoirs qui ont surveillé cette carte-là. Au Québec, là, on n'a rien envie à nulle part ailleurs, là, au Canada, en tout cas, côté prospect. On a des Maxime Côté, Isaac Hébert, Olivier Poisson, Antoine Chaput, puis on a... son nom m'échappe, malheureusement. Je l'ai retrouvé plus tard. On a beaucoup de bons prospects. Si vous avez quelque chose à faire, c'est dans la région de Gatineau, allez acheter des billets, parce que ces gars-là, un jour, on va payer cher pour les voir. Bien, je suis content que tu dises ça, qu'on n'a pas rien à envier nulle part ailleurs. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de plateforme pour les voir. Voilà. Là, finalement, Samouraï donne une plateforme pour qu'on puisse voir les talents, peut-être de demain, les talents d'aujourd'hui, mais que demain, ils vont peut-être justement valoir très, très cher. Donc, c'était intéressant d'aller voir grandir ces athlètes-là, voir ce qu'ils vont pouvoir s'en aller. Donc, ça se passe le 21 novembre au Casino du Lac-Lémy. Les billets sont encore en vente. Ne serait-ce que pour aller donner un support à ces combattants-là, ne serait-ce que pour encourager l'organisation qui, peut vous le dire, Samouraï ne fait pas une scène. Daniel Lafont, là, c'est un projet de cœur, ça. Là. Exactement. Il le fait pour le love en Moses. Il fait pour le love, il fait pour donner de la visibilité à ces combattants-là parce que si tu n'as pas ça à Samouraï, ces gars-là, il faut qu'ils aillent au Vermont, il faut qu'ils aillent en Ontario, il faut qu'ils aillent au BC. Tu reviens de là, puis tu es dans le rouge. Même si tu es fait payer, ça t'a coûté de l'argent à aller te battre. Fait que la passion, il faut que tu l'aies en maudit. Puis avant que ça te débloque, il faut tout le temps que tu voyages. Donc là, tu as quelque chose de solide chez vous, au Québec. Ben, Colin, si on va avoir des athlètes encore qui nous représentent, sur la planète entière, sur des grandes organisations, ben, ça prend du monde qui vont les encourager. Les Jourdains, on est tous bien fiers, là, des Marc-André Barriot de ce monde, mais ça vient d'organisations comme Samouraï. Allez-y, pour vrai, des beaux prospects. Parlant d'organisations, des grosses organisations, énorme UFC en fin de semaine. L'UFC 322 qui va se passer au Madison Square Garden. 2 combats de championnat du monde. Beaucoup de choses qui se passent sur cette carte-là. On va commencer avec la finale. Jack Della Maddalena face à Islam Makhachev. Della Maddalena va défendre son titre pour la première fois depuis qu'il a gagné ici à Montréal face à Belal Mohamed. Premier combat à 170 livres pour Islam Makhachev. Choc de style. Mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça, exactement. Vas-y, je vais te laisser commencer là-dessus. Mais pas tant que ça. Tu sais, Della Maddalena, vraiment reconnu pour sa boxe. Drôle de style, très longiligne, puis tout. Une des meilleures boxes dans l'UFC. Ouais. Puis on pense tout le temps qu'il se limite à ça, mais non. Allez voir son combat contre Gilbert Burns. Vous allez voir que c'est pas qu'un boxeur. C'est un gars qui est contre Belal Mohamed aussi, qui est capable de résister à la lutte. Excellente lutte défensive. Grosse ceinture noire du jiu-jitsu en plus. Vraiment un gros sol, surprenant. On le sait, Islam, on sait son pain et son beurre. Makhachev, il est bon partout, mais surtout un lutteur puis, au sol très, très fort.
Mais attendez, là, s'il amène De La Mandela au sol, c'est pas fait, là. Moi, je le vois se relever. Il va avoir le poids qui va parler aussi. Il y a ça aussi. C'est un gros facteur. En même temps, il s'entraîne avec American Kickboxing Academy, avec Habib, avec Daniel Cormier, avec Javier Mendez. D'habitude, ils n'ont pas trop de problèmes sur la condition physique. Ils sont toujours en shape. Puis c'est un gros gars, Makhachev, pareil. C'est un gros 155 livres. Supposément qu'il walk around un 190-15 livres là, entre ses combats. Je suis pas trop inquiet pour ça, pour le show, mais ça va être tout un clash. Ben oui, puis tu sais, De La Maddalena, il a perdu ses 2 premiers combats en carrière. Après ça, il est sur 18 wins de suite. Ça a été le premier Australien à gagner un titre chez les 170 livres. Donc là, il s'en va défendre son titre. Il sait, là. Il sait que c'est un énorme défi. Est-ce que, et je l'ai lu à une couple de places, est-ce que tu trouves qu'on n'a pas laissé beaucoup de temps à De La Maddalena de savourer son titre, de le défendre face à un gars de sa catégorie? Ben, c'est sûr que c'est un gros c'est ça. C'est un gros test en partant. Mettons, je te dirais contre Khabib pound for pound, selon moi, à l'heure actuelle. Pas laissé beaucoup de temps de le savourer. Islam, excuse-moi, je me suis mélangé. Oui, mais en même temps, money fight. Je pense pas que tu peux dire non à ça. Madison Square Garden, finale, pour une opportunité de 2 championnats contre un adversaire. C'est historique. Fait que je pense pas que tu peux dire non. Je pense pas que l'UFC aurait permis de dire non tant que ça aussi. Là, la pression devait être forte. Il aurait pu lui donner peut-être un petit break, mais en même temps, 170 livres, la division en ce moment, il y a de très bons noms 170, puis il y en aura sur cette carte-là justement. Mais il n'y a pas de gros noms qui font du bruit en ce moment. On en parlera tantôt des Sean Brady et tout, c'est cool, mais que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais ça n'a pas la carrure d'un Islam Makhachev. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Mais parlons-en de Makhachev sur 15 victoires de suite. Il a défendu son titre quand même à 4 reprises et pas contre n'importe qui à 155. C'est la meilleure division. Ben, c'est la division la plus profonde en talent. Puis depuis quand même une couple d'années. Oui, ça fait plusieurs années. Le top 10, à tout le monde dans le top 5, tu as 5 gars qui peuvent être champions en rotation. Là, on s'entend, il y a des gars qui sont vieillissants un peu plus. Maintenant. Un coup que le match avait parti. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est plus ouvert, mais là, tu as Topuria qui arrive malheureusement pour ce monde-là. Mais oui, 4 fois, va-t-il réussir là où Khabib n'a pas réussi? Pas réussi. Khabib il l'a pas essayé. Il y a eu toutes sortes de blessures. Khabib, ça a été compliqué. Là, ça run quand même, mais ça serait cool. Khabib, sa carrière s'est finie peut-être trop tôt à cause que son père est décédé puis il ne voulait plus se battre. Il avait promis à sa mère qu'il a fait un seul combat avec son père qui n'était pas dans son coin face à Justin Gaethje, puis il a pris sa retraite après. Puis il avait promis à sa mère que c'était son dernier, que vu que son père n'était pas là, qu'il n'était pas capable de gérer ça tout seul. C'est drôle, il a tenu sa promesse. Mais Habib aurait été capable de continuer, je pense, une couple d'années. Il n'était pas usé tant que ça. Mais non. Il y avait en bas de 30 combats, puis il y avait eu des combats, pas de combats faciles, mais il n'a pas mangé de volée, on va se le dire. Il n'a pas été brassé souvent. Oui, mais là, tu as Makhachev. Il est comme devenu, pour les autres fighters de l'équipe, ce que son père était pour lui. C'est ça qui est nice quand même. Il est dans le coin des gars. Mais ça, c'est tout un blockbuster fight. Ouais, ça va être... c'est ça. Dur à caler. Il y en a gros qui c'est mais c'est ça. C'est dur à caler parce que quand on parle vraiment des statistiques puis où est-ce que ça s'en va, là, on comprend un peu plus que ça peut être plus serré qu'on pense. Parce que là, quand Makhachev est arrivé, il dit il va passer à travers. Là. Attends un peu. Parce que De La Maddalena, là, pour vrai, c'est du stock. Là. C'est Johan cette semaine qui me faisait penser il me disait ça quand on jasait du combat. De Mandela a une façon drôle de boxer. Il défend les takedowns de façon basse, un peu en se descendant petit bonhomme, en bon français. Ça va être un style différent. Il boxe loin. Il utilise sa portée, son reach, puis c'est difficile de rentrer à l'intérieur. Tu sais, c'est réussi. S'il survient une ou deux amenés au sol, le combat vient de changer de bord. Là. J'ai hâte de voir. Oui, exact. Ça va être, s'il est capable de rentrer dans la tête de Makhachev et de le faire douter sur sa lutte, Makhachev n'a pas un mauvais debout, mais on s'entend que ça n'a pas rapport avec la boxe de La Maddalena. Donc, je pense que, tu sais, il n'est pas stupide. Il sait qu'il va se retrouver à terre, probablement. Là. Oui, tu dois l'envisager. Là. Exact. Ça va être comment il va être capable de réagir quand on va être rendu à terre. Là. Je peux pas attendre plus longtemps. Deuxième combat de championnat du monde, Valentina Shevchenko face à Zhang Weili qui monte de catégorie de poids encore une fois dans ce deuxième combat-là. Shevchenko, 37 ans, 17 fois championne du monde de Muay Thai et de K1. A défendu son titre dans son premier règne 7 fois quand même. Là, elle est dans son deuxième règne pour défendre son titre pour une deuxième fois. Ça va être intéressant de voir. Je pense que
pour Valentina Shevchenko, c'est la première fois qu'elle va affronter une combattante qui est aussi peut-être plus puissante qu'elle au bout du point. Oui, c'est vrai. Beaucoup de puissance, mais j'ai vraiment hâte de voir. On parle d'une légende du sport. Là. Je la vois comme Demetrius Johnson, côté féminin, avec le palmarès qu'elle a. Mais j'aime ses chances, honnêtement. J'ai hâte de voir la différence de poids. Parce que pas très grande, son adversaire. Valentina, bonne partout aussi. Au sol, très, très bonne. Underrated même. Très sous-estimée de la lutte aussi. Ouais, bonne lutte, bon jiu-jitsu, très polyvalent. Des transitions de feu qu'elle est capable de faire. Debout, elle est très crisp. Elle se bat bien, crafty. J'ai hâte de voir ce combat-là aussi. Ça va être une chaude lutte. Mais je vois Valentina, moi, je la vois bien performer dans ce combat. Moi aussi. Puis, tu sais, du côté de Zhang Weili, tu dis qu'elle est plus petite, mais elle explose tellement, elle est tellement puissante. T'es championne 2 fois des Popeyes. Elle a défendu son titre à 3 reprises. Fait que c'est 2 combattants qui ont goûté au succès, qui ont goûté à la défaite, puis sont revenus au sommet après. Donc, ça, c'est intéressant de voir ça. Puis, oui, peut-être le poids va faire une différence, mais je pense, tu sais, c'est pas comme chez les hommes. Tu sais, la différence de gabarit, pas aussi gros. Ça sera pas autant visuellement. Je pense pas que ça va paraître tant que ça. Mais, écoute, puis Weili, là, c'est un autre aussi qui est sous-estimé. Là. Elle a une bonne lutte au sol. Oui. On a vu ce qu'elle avait fait avec Jessica Andrade. Puis, tu sais, elle est pas mauvaise au sol, pour vrai aussi. Mais je repensais cette semaine en regardant des vieux combats d'un et l'autre. Weili a perdu 2 fois contre Rose Namajunas. OK? Puis, je trouve Tug Rose et Valentina, ce qu'ils ont en commun, ils rentrent et sortent beaucoup. Ouais, okay? Ce qui a été dur pour Valentina contre Grasso 2 fois, c'est que Grasso est collante. Hein? Avec quand même une longue portée, collante tout le temps dans le visage. Mais si Valentina a l'espace de rentrer in and out, je la vois surprendre de Zhang Weili. Un peu comme Rose le fait. Rose l'a upseté la première fois et l'a battu sur 5 rounds la deuxième fois. Donc, il n'y avait comme pas de doute, même si c'était très serré. Mais je vois ce genre de clash-là. Puis Zhang Weili a de la misère à gérer ce in-and-out-là. Elle se fait flasher souvent. Ouais. Puis avec la petite différence de poids, tu sais, Valentina a quand même une bonne force de frappe. Je pense que même si ça va être Valentina qui est la plus pesante, c'est elle qui va être la plus rapide. Elle a des mains extrêmement rapides. Justement, le in-and-out accentue ça, cette rapidité-là des mains. Là. Puis elle est habituée à ce poids-là aussi. Là. On s'entend. Aussi. C'est pas nouveau pour elle. Ils ne font pas des grosses coupes de poids, moins que les hommes, mais il reste que ça va paraître. Si on va au corps à corps, je pense ça se peut qu'il va y avoir un ajustement à faire du côté de Zhang Weili si on va vraiment au corps à corps. Puis elle va trouver quand même qu'elle est raide. Là. Oui. Oh non, allez. On parle de la puissance de Zhang Weili, mais Shevchenko au corps à corps, là, elle a de très bonnes projections de judo. Souvent, à la blague, il y en a qui disaient que c'était une espionne de son pays. Puis tout, assez tiré, assez tout faire, cette fille-là. Mais on s'entend, là, je ne mettrais pas un 2 là-dessus parce que Zhang Weili peut gagner le combat aussi. Là. Autre combat à surveiller, Sean Brady contre Michael Morales. Peut-être un des combats éliminatoires pour devenir aspirant numéro 1 chez les 170 livres. Je pense que ça l'est. Ouais. Vraiment, Sean Brady, t'as des combattants comme ça dans l'UFC. Il y en a un autre plus loin dans la liste qui fait penser à ça. On dirait que l'UFC a de la misère à leur donner leur shot. Ouais. Je trouve Sean Brady, oui, il a trébuché contre Belal. OK, je comprends. Mais il était invaincu. Tout un sol. Il a un bon debout. Bonne boxe en plus. Il est vraiment bon, Sean Brady. Est-ce qu'il n'y a pas le casting que l'UFC veut? On dirait que c'est ça qui empêche. Mais en même temps, Belal n'avait pas vraiment le casting que l'UFC voulait non plus. Non, Leon Edwards non plus. Non, je peux te le dire. Puis, mais Sean Brady, pour être champion, moi, je le vois champion du monde un jour, ce gars-là. Vraiment. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Leon Edwards, justement, on en parlait, qui est sur 2 défaites de suite, va affronter Carlos Prates. Besoin d'être prêt, Leon. Hey, Prates, il est bon. Là. Ah oui. Malgré qu'il fume la cigarette, il dit il est drôle. En conférence de presse, ça allume une top. C'est un malade, mais il a besoin d'être prêt. Les mains rapides, tout. Ça va être un bon combat. Un autre combat qui m'intéresse aussi, c'est sûr, Benet Dariush face à Benoît Saint-Denis. Benet Dariush est difficile à combattre. Je comprends que Benoît Saint-Denis, là, il est revenu sur le chemin de la victoire. Hein. Écoute, ça va être difficile. Moi, je pense que ça va être très difficile pour Benoît Saint-Denis. Moi aussi, je pense. Je ne parierais jamais contre Beryl Darnus, qu'on voit depuis longtemps. Je te parlais des combattants que le UFC des fois ont comme de la misère à faire monter. Lui, il me fait penser à Jim Miller à l'époque, qui avait une séquence de victoires incroyable, avait battu presque tout le monde, mais l'UFC n'a jamais donné sa vraie chance. Manquait toujours un petit quelque chose, mais personne ne voulait pogner. Tu sais, je veux dire, Bernal Darius donne toujours un show. Un drôle de debout, mais très efficace en même temps. Très bon au sol.
Très, très bon, ça. Très bon, ça. Il a eu sa black belt en 5 ans. Ouais, il est spectaculaire. Puis c'est une vraie black belt, là. Ah non, c'est une vraie. Il a essayé les hooks en combat. Puis tout ça, je disais, c'est un vrai. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. On va vous parler pourquoi que je viens de dire ça. Ça me fait l'aimer. oui, ça va être bon. Mais quand on parle de blockbuster, là, ça aurait pu être la finale d'un UFC Fight Night, puis ça aurait quand même été intéressant télévisuellement. Ça, c'est un des combats qui peut voler le show sur la carte. Là. Et l'après-carte sur TVA Sport 2, à partir de 20h, on a des très bons contacts. Bo Nickel qui s'est fait rétrograder en carte préliminaire. Ça a fait un gros tollé. Là. Puis lui-même, je pense qu'il l'a pris, il a peut-être pris peu mal. Mais là, en conférence de presse, il a dit devant les médias, le Média Day hier, il dit peut-être que j'aurais dû me garder une petite gêne. On dirait que ça l'a fait tomber un peu de son piédestal. C'est pas un gars qui se prenait pour de la merde, on va se le dire. Là. Vraiment pas. Mais c'est vrai qu'il a un solide palmarès. Il revient de sa première défaite en carrière. Ça va être intéressant de voir face un spécialiste de sol, Rodolfo Vieira, puis Bo Nickel, c'est un lutteur. Fait qu'on va s'en aller probablement dans le monde de Vieira. Là, j'ai hâte de voir comment que Nickel va réagir. C'est un jiu-jitsu extrêmement agressif de Vieira. Tu savais comment je salive à voir ce combat-là. J'aime ça quand justement le matchmaking fait en sorte qu'on met deux spécialistes, un peu à croiser des chemins. Oui, quand même, à croiser des chemins. Quelque chose à prouver. Ouais, un clash de style. Hey les boys, c'est le temps de donner un show. Vera, que je suis depuis mes débuts en jiu-jitsu, maintes fois champion du monde, des combats d'anthologie contre Buchecha Almeida, une autre légende de notre sport. Sa transition MMA est bonne, mais il est unidimensionnel encore. Son debout n'a pas réussi à le prouver encore une fois. Lutte beaucoup. Gros bonhomme, fort, vous allez voir. Une shape de dieu grec, des soumissions qui sortent de partout. Puis pas un style funky jiu-jitsu. Nord-sud, est-ouest. Point A, point B. Ouais. Ça va être intéressant en tabarouette. Condition physique de Vieira, par exemple. Est douteuse. Face à un gars qui est tellement habitué de lutter, puis muscle wrestling. Il va être capable de suivre le beat. Puis Bo Nickel a quand même un meilleur debout que lui. Ouais. Des mains un petit peu plus lourdes, on le sait pas. Comme je te dis, Vera, on l'a vu striker très, très peu. Mais ça va être intéressant comme combat. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Et aussi, on va avoir Erin Blanchfield face à Tracy Cortez. Juste parce que c'est Tracy Cortez. Je sais pas ce que tu parles. C'est parce qu'Erin Blanchfield, je pense qu'elle a un potentiel de devenir championne du monde. Une excellente combattante au sol. Un jiu-jitsu brésilien extrêmement, extrêmement agressif. Elle a trébuché face à Zhang Weili, justement, ou à Tatiana Suarez. En tout cas, un combat vraiment intéressant, important pour elle. Elle a trébuché. Là, elle repart à sa quête d'avoir un combat de championnat du monde. Puis je pense qu'elle a le talent pour. Cortez, c'est pas une combattante qui est très grande finisseuse, on va se le dire, là, mais une combattante qui a beaucoup d'expérience, qui est capable de tenir son bout au bout de la ligne, dans le fond. Oui, tout à fait. T'sais, on parle de combat éliminatoire, ça en est peut-être un, ça aussi. Là. Ça va faire monter un ranking. Peut-être pas éliminatoire, mais... Peut-être plus important pour Blanchfield que Cortez. T'as raison. Donc, ça se passe, c'est en fin de semaine, Madison Square Garden, l'UFC 322. Vraiment, donc, pay-per-view à 22h à TVA Sport 2 à partir de 20h, les combats préliminaires. C'est ce qui fait le tour de ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui arrive après ça? On a-tu les iPoke News? Les iPoke News! iPoke News! Matt, les iPoke News, il y a beaucoup de nouvelles qui nous ont fait crever les yeux cette semaine. Premièrement, quand on parle de timing dans la vie, probablement un des pires timings pour annoncer que Netflix va faire un documentaire sur Dana White sur sa vie de gambler la même semaine du scandale des combats truqués à l'UFC au niveau du gambling. Ça s'invente pas. Ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, ça s'invente pas. Puis, ça va être intéressant. Puis là, les amalgames vont se faire. Là. Tout le monde va mélanger un peu tout. Puis, un peu avec raison, malheureusement. Mais bon, le timing, des fois, c'est dans l'univers. On dirait que ça... Dana, c'est un gros gambler. Là, il s'en cache pas. Il monte ses réseaux sociaux. Il est barré d'une coupe de casino à Las Vegas aussi. Parce que c'est un bon joueur aussi. Je sais pas si tu as vu, il avait conté une histoire à un moment donné qu'il avait loué une suite avec des amis, avec un dealer privé, puis il joue au blackjack. Puis là, il commence à faire la fête, puis là, il s'en va se coucher. Puis le lendemain, il se fait appeler par le manager, le gérant de l'hôtel. Puis il dit « Ouais, est-ce qu'on garde la même suite, puis on fait exactement la même chose? » Il dit « Ouais, on va rester une nuit de plus. » Puis il dit « Hey, en passant, là, il dit les 80 000 que vous m'avez pris hier, là, il dit « Je vais aller les rechercher, inquiétez-vous pas. » Le manager, il dit Dana White, c'est parce que t'as perdu 3 millions hier. Et il dit mais non, tu niaises. Il avait perdu 3. Il pensait qu'il avait perdu 80 000. Il a perdu 3 millions. C'est lui-même qui le compte dans une entrevue. C'est hilarant parce que c'est pas à moi que c'est arrivé. Là. Très ouvert. Tu sais, quand on parle, t'arrives à un moment dans ta vie, t'as dû
fuck you money. Ben, c'est exactement ça. Ça n'a aucun sens. Là. Exact. Puis, tu sais, on voit des fois, il dit qu'il y a un crédit de quasiment de 20 millions dans des casinos, puis il s'en va là, puis ça joue des grosses mains. Là. Il y a une marge partout. Là. Il y a une bonne marge. Mais tu sais, il y a l'argent pour le faire. Je cherche pas les tables à $15 comme nous autres quand on va à Vegas. Non, c'est ça. Là. Avant 8 heures. Avant 8 heures. Après 8 heures, ça tombe à 25 puis 50. C'est ça. Un autre monde. Avec Netflix, prépare justement un documentaire sur la vie de gambler de Dana White bientôt. Là, ça va être intéressant, by the way. Là, vraiment. C'est sûr, me regarder. Puis, ça va être comment on appelle ça? Ça va être du superflu. Ça va être de l'extravaganza, qu'on appelle. Mais tu sais, ces gars-là ont des vies anormales. Ça dépasse tout entendement. C'est ça. On n'a pas la même vision ou la même valeur de l'argent. Ça dit tout le temps, c'est pas parce que tu fais plus d'argent que tu en as plus dans tes poches. Hein. Ça dépend de ton rythme de vie. Ça dépend de ton rythme de vie. Puis plus t'en as, plus t'en dépenses en vie. C'est fait comme ça. C'est ça, exact. Roadhouse 2. T'as-tu vu Roadhouse 1? Oui. Avec Conor McGregor qui joue un peu trop. C'est pas bon. C'est pas bon. Ben, fallait pas s'attendre à un chef-d'œuvre non plus. Roadhouse, l'original, on s'entend que c'est ce que c'est. Là. C'est ce que c'est. Là, on a essayé de faire un remake de ça avec Conor qui fait que crier. Qui joue trop gros. Oui. Dans le milieu, de dire tu joues trop gros, mais je pense que lui, il n'a pas compris, puis il joue encore trop gros. Mais on ne l'a pas ramené non plus. On l'a pas ramené dans deux, sauf qu'on a ramené une coupe de boys, par exemple. Ben, on n'a pas ramené, mais on amène une coupe de boys. Michael Chandler, Poirier, Tyron Woodley, qui on l'a déjà vu dans plusieurs séries, donc Karate Kid, on l'a vu là-dedans. Thompson, puis Venom Page. Donc, c'est 5 gars-là qui vont faire partie de ce film-là, Roadhouse. Je sais que Keith Jardine qui produit des films, qui joue là-dedans aussi depuis longtemps, qui est rendu un acteur assez reconnu aux États-Unis aussi. MFL le tien. Sans dire Keith Jardine, les gars, ça me ramène à mes débuts quand je suivais le MMA. C'est incroyable. On s'entend, il n'y a pas une face à acteur. Là. Pas tant. Une face pour faire de la radio, lui. Puis j'ai dernier dans le sac à face. Mais ouais, ça va être intéressant. Mais le 1, moi, en tout cas, c'est comme tu dis, Corner, c'était comme ridicule un peu, mais ça va être intéressant, je pense. Ouais, puis tu sais, Jake Gyllenhaal qui est là aussi, il dit pour vrai, quand on m'a annoncé qu'il faisait le 2, je suis tombé en dépression un peu parce que faut que je me remette en même shape. Il dit ça a été l'enfer. Ça a été. Puis tu sais, quand ils ont fait le weigh-in du combat, ils se battaient contre. C'était Jay Run qui faisait l'acteur comme tel, là. C'était pendant un vrai gala de l'UFC. Oui. Il avait fait ça pendant un vrai gala, juste avant la vraie pesée, juste avant que le gala commence. Il avait fait vraiment ce combat-là. Ce gala-là, je le regardais, puis justement, il en parlait, il tournait en même temps. C'était cool. PFL, on parle de PFL pour 2 raisons, dont une plus importante que l'autre. PFL qui ont signé un deal avec Vice TV pour présenter leur événement aux États-Unis, qu'ils font en Europe. Ils font beaucoup d'événements en Europe. Très PFL, gros là-bas. Très, très gros là-bas. Et justement, ils vont en faire un le 13 décembre à Lyon. Pourquoi qu'on vous parle de ça? Parce qu'il y a un Québécois qui va être sur cette carte-là. Un combat assez important. Fred Duprat qui va se battre face au Français Azael Adjouj, qui est sur 10 victoires de suite. Il remplace un Russe, je ne me souviens plus de son nom. Ouais. Mais c'est pour ça l'important, c'est que Fred Duprat retourne à PFL, master des soumissions, un master de la guillotine, 100% finish rate dans ses victoires. C'est pour vrai, ici au Québec, je pense que Fred Duprat fait partie des 3 ou des 2 meilleurs. Honnêtement, je pense qu'il est talent-wise, puis skills-wise, puis au niveau qui finit les combats, il est dangereux. Gros talent. Il y a toujours une petite rivalité. Qui a la meilleure guillotine au Québec entre Mick Dufort et Fred? Puis c'est 2 teammates en plus. Pour avoir essayé les 2, mais de fait du guillotiner par les 2. Il y en a une très bonne les 2, mais Fred, c'est dès que ça se tape, il y a une façon de courber son dos. C'est de n'importe où. Ah, c'est épouvantable. OK? Toute une guillotine, puis il y a plus que ça. Là. Il y a un bon debout, une bonne lutte, très bon partout au sol. Combat intéressant. Il y a un gros adversaire d'en face, on s'entend. Puis comme tu dis, c'est un remplacement. Parce qu'il était supposé se battre sur Samouraï au début. Puis quand on parlait de Daniel Lafont, qui a à cœur le sport, a félicité Duprat. Ben oui, ça c'est cool. Mais Duprat, je souhaite vraiment le meilleur parce qu'il a le talent pour aller dans les grosses ligues. Définitivement. Il est très, très bon. Puis, tu sais, une victoire comme ça pourrait le placer éventuellement. Peut-être qu'ils vont faire rentrer dans le tournoi au prochain ou peu importe. Au PFL, c'est ça qui est le fun. C'est que chaque combat peut t'amener peut-être une place dans le tournoi. Ce tournoi-là, on s'entend, tu es payé pour te battre, mais le gros show à la fin, c'est 1 million. Puis, il est gagnable, ce tournoi-là. Oui, il est gagnable. Regarde, justement, Oli Aubin-Mercier l'a fait plus qu'une fois. C'est très gagnable. Puis, un Duprat, comme je te dis, avec les soumissions qui sortent de partout,
très dangereux. C'est le genre de gars qui peut avoir une vendeur puis une grosse run dans ce type de tournoi-là. Donc, ça va se passer le 13 décembre à Lyon pour Fred Duprat. Petite nouvelle de boxe rapidement. Clarissa Shield qui laisse personne indifférent, on va se le dire. Peu de le dire. Mais quand même, elle vient de signer un deal de 8 millions de piastres avec Salita Promotion, mais aussi avec Win Record. Ouais. Ouais, je ne savais pas qu'elle chantait. Mais peu importe, je trouve ça cool. Tu sais, qu'on voit des combattantes féminines maintenant aller chercher des gros contrats de même, des contrats monétaires qui sont capables de sortir du lot, parce qu'on en a parlé longtemps, on en a parlé avec Ken Clavel, notre première invité de cette saison. C'est pas évident pour les combattantes d'aller chercher des grosses payes, parce que le monde sont peut-être moins intéressés à regarder ces combats-là. Ça va avec le retour d'investissement. Mais oui, c'est sûr. C'est pas qu'ils sont moins bonnes, c'est juste qu'ils sont peut-être mal promus. Moi, je pense que oui. Donc là, je trouve ça cool pour Clarissa Shield. Elle va être bien promue, comme de belles promotions autour d'elle. Puis je pense que c'est son chum qui est dans Win Record, quelque chose du genre. Bref, il y a quelque chose avec ça, mais tant mieux. Tu disais, elle reste personne indifférente. C'est une belle façon de se vendre aussi. Ouais. Écoute, elle livre dans le ring, là, on va se le dire. C'est une bête. Elle avait battu Marie-Ève Dicker, justement. C'est là qu'on a vu toute l'étendue de son talent. Mais au-delà de ça, moi, j'aime quand ils font d'un athlète quelque chose qui dépasse le sport. Ça devient un peu la culture pop. Tu sais, afro-américaine, donne une belle image au sport aussi. Un peu comme Michael Jordan, qui avait dépassé son sport. Je suis en train de dire que c'est Michael Jordan, mais c'est un peu ça qu'il essaie de recréer. Non, tu comprends, là? Ou Tiger. Ouais. Mais c'est un peu ça qu'il essaie de faire. Puis tant mieux, athlète féminine. Puis justement, elle donne tout un show. Puis personne est bonne dans le ring et avec capable de parler aussi. Tu as fait un petit clin d'œil à Marie-Ève Dicker. On enregistre le podcast le 13 novembre aujourd'hui. Et le 12 novembre 2022, c'était son dernier combat. Donc, on peut faire un petit... on est dans une date aujourd'hui. On peut faire un petit clin d'œil à Marie-Ève Dicker qui a pris une retraite bien méritée. Ouais. Et, elle a pavé la voie pour beaucoup de filles. Elle a pavé la voie pour beaucoup de filles. Puis là, elle se lance en politique aussi. Donc, j'ai vu ça. C'était des conseils. Ben puis elle, là, honnêtement, Marie-Ève Dicker, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Si elle avait eu des combats de 3 minutes, on l'a tellement critiqué sur qu'elle n'avait pas une force de frappe, mais c'était pas une combattante comme ça avec un one-punch knockout. C'est une combattante de volume qui, souvent, à la fin des rounds, son adversaire était débordé puis elle était capable de se défendre. Boum, la cloche sonnait. Il en manquait un peu. Si elle avait eu les rounds de 3 minutes, je te garantis qu'elle aurait eu pas mal plus de finish. Surtout dans le poids qu'elle se battait, elle avait beaucoup de volume pour son size. Ça aurait été incroyable. La Maison-Blanche, ça s'en vient. Encore? Encore, mais encore. On n'a pas fini, là, parce que la carte n'est pas dessinée encore. Il y a beaucoup de rumeurs qui se passent. Ça se passe le 14 juin à la Maison-Blanche, à la fête de Donald Trump. On sait qu'il n'y aura pas de public. Ça va être seulement des dignitaires qui vont être là. Il n'y aura pas de billets en vente non plus. On en parlait un peu, c'était quoi la logistique, comment ça allait arriver. Puis on était là, ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire rentrer une personne. Ça va être bien trop compliqué, là, cette sécurité-là, puis peu importe. Oublie ça. Moi, j'ai déjà été conseiller municipal, je compte-tu pour un dignitaire? Je peux t'inviter, j'aimerais ça être là. Tu pourrais demander. Toi, Pat, t'es un dignitaire aussi, là, je pense. On va envoyer notre demande. On va checker les communications ici. Bon, KO Sport va nous arranger ça. S'il vous plaît, KO, envoyez-nous un reportage. Moi, je suis prêt à le faire gratuit. Et là, on parle d'un grosse rumeur, gros combat. John Jones qui supplie quasiment Dana White d'être sur cette carte-là. Il dit, je vais m'excuser en pleine face parce que ça fait un petit bout qu'il ne se parle plus. Mais là, c'est Pereira qui arrive. Là. Alex Pereira face à John Jones à la Maison-Blanche. Là, on commence à avoir quelque chose qui se vend, puis pas à peu près. Si tu déconstruirais tous les mots que tu viens de dire dans ta phrase, tu pourrais pas dire que tu vas tous les mettre dans une phrase, puis ça ferait du sens, mais oui. Mais ça serait hot. Tu sais, quand on parle de blockbuster, ça serait incroyable. Puis on s'entend, là, Pereira, poids lourd. Ça le dérange pas. Ça n'est un. Il faut qu'il coupe à 205 livres beaucoup encore. Là. Exact. C'est difficile pour lui. Fait qu'imagine poids lourd, clash de style encore une fois. Bref, on pourra en reparler, mais ça serait fou. Ça donnerait un vrai combat, je trouve. Au moins. Combat que tout le monde veut voir. T'sais. Gros blockbuster. T'imagines-tu 3 fois champion dans 3 catégories différentes? Il y a ça aussi. Jones qui revient. Écoute, c'est l'histoire, la publicité autour de ce combat-là, t'as quasiment pas besoin d'en faire. Mais non, tu l'annonces, puis ça se fait tout seul. Tu l'annonces, puis ça se fait tout ça, ça se grossit, puis surtout si on l'annonce bientôt. Là, il y a Jones qui s'amuse avec les réseaux sociaux. Oui. Il s'est fait faire une pub lui-même, comme quoi il y avait la Maison-Blanche en arrière. Il annonce rien, mais c'est lui de dos avec la Maison-Blanche. Il essaye de provoquer des affaires. C'est sûr que pour l'UFC, tu veux l'avoir. Là. Je pense que oui. Mais jusqu'à quel point... C'est un risque. C'est un 25 cents que tu lances dans les airs, là, parce que tu sais jamais là,
qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais jamais si dans sa vie professionnelle, il va l'échapper. Tu sais, il est dur à gérer à l'extérieur de l'octogone. Tu sais, à l'intérieur de l'octogone, j'ai tout le temps dit, c'est un athlète exceptionnel. Ouais. Pour moi, c'est pas le greatest of all time, mais il fait partie des meilleurs de tous les temps. Mais c'est parce qu'à l'extérieur, il a tellement fait des affaires ridicules qui a coûté beaucoup d'argent à l'UFC aussi. À l'UFC, le risque réputationnel est grand autour de John Jones. Mais crème, tu veux le voir, là. Ah oui. Mais juste la pub, quand je scrollais sur Instagram hier, je vois ça, il l'annonce. Non, c'est une affaire de, je fais pas une pub de je sais pas quoi, là, avec la Maison Blanche puis l'aigle en arrière. C'était fou. On finit avec, là, je vais essayer de rester calme parce que là, je suis plus capable de l'entendre, ça. Dana White cette semaine qui réitère que Kamaru Usman est le meilleur 170 livres, ni moyen de tous les temps. Elle ne sait pas c'est quoi son problème avec Kamaru Usman. On m'a parlé des faits, OK? Moi, je trouve que c'est Georges Saint-Pierre pour plusieurs choses. Ouais. Georges Saint-Pierre a défendu son titre à 9 reprises face à 9 adversaires différents. Ouais. Ça veut dire que dans ce temps-là, tu avais beaucoup de monde qui était bon, qui était prêt à se battre pour le championnat du monde. Il fallait que tu changes ta manière de te battre, de te préparer avec un nouveau style d'adversaire à toutes les fois. Kamaru Usman a défendu son titre à 5 reprises face à 3 gars. 2 fois Covington, 2 fois Masvidal, 1 fois Gilbert Burns. Kamaru Usman a perdu 3 combats de suite, un coup qui s'est fait knocker par Leon Edwards. Ouais. Georges, à toutes les fois qu'il a perdu, il est revenu 10 fois plus fort, puis il a vengé ses défaites en démolissant les 2 qu'il a battus. C'était vraiment des erreurs de parcours. Exact. Fait que je comprends pas, et peut-être que je comprends à un moment donné que Dana White, il a peut-être un peu de travail. Georges a tout le temps fait ce qu'il voulait. Il a dit, moi, je m'en vais, je suis fatigué, vous me l'utilisez. Il était fatigué de se faire utiliser par l'UFC. Quand il s'est battu contre John Hendricks, il est parti 4 ans. Il est revenu, il est allé chercher la ceinture à Bisping. Il est reparti, il dit, m'en va. Il a laissé le titre vacant à 185 livres. Il est revenu une veillée. C'est ça que l'UFC avait peur. C'est ça que Dana White avait peur. Il va-tu... Non. Il était retourné, il est reparti. Il a fait... C'est un des seuls avec Khabib, je pense, qui a tenu tête à l'UFC, qui a fait ses affaires comme lui, il voulait. C'est lui qui a amené, justement, les tests antidopage à l'UFC. Je ne dis pas que l'UFC ne voulait pas ça, mais c'est pas eux autres qui auraient initié ça. Il a bousculé les choses. Là, exactement. Carrément. Fait qu'est-ce qu'il y a un petite crotte sur le cœur là-dessus? Pourquoi qu'on ne donne pas ce titre-là à Georges, qu'on met Usman en avant de lui, qui pour moi, ça ne fait pas de sens. Il faut que ce soit une histoire de crotte sur le cœur. J'ai souvent eu ce débat avec des amis. Est-ce que Kamaru Usman avait le potentiel d'être un Georges Saint-Pierre? Tu regardes sur papier les skills et tout. Moi, je pense que oui, mais ça c'est pas arrivé. Tu comprends? Ben, c'est ça. Kamaru Usman, quelle boxe, quelle lutte, bon sol. Moi, j'aime dire ces gars-là, c'est des prototypes. C'en était un, lui aussi. Puis ça, je pense que ça passe une fois aux 10 ans, des gars comme lui. Je pense qu'il y avait ça de Georges, mais il l'a pas fait. Comme tu dis, défendre ton titre contre 3 gars, on aime tout ça, les rematchs et tout. Mais en même temps, ça prouve pas. Puis c'est ça qu'on a vu dernièrement dans les combats de championnat du UFC. Ouais. Beaucoup des rematchs. C'est même pas proche. Mais même pas proche. Rappelle-toi du roster que Georges Saint-Pierre a affronté. Moi, je le vois quasiment en 2 temps. Là. Il y a eu toute l'époque qui s'est sortie de la rivalité avec Matt Serra et Matthews. Et après, il y a eu toutes les. Ils sont allés chercher des gars ailleurs, des Condit, des Nick Diaz. John Hendricks est arrivé, que c'est un nouveau genre de combattant. Des Sean Shirk, des BJ Penn. C'est vrai, c'est vrai. C'est énorme. Là. Juste le combat contre BJ Penn, c'était le plus gros. À l'époque, c'était le plus gros combat de l'histoire du UFC. Jake Shield, John Fitch. Ouais. Puis ils les ont coulés. C'est tous des super vedettes dans ce temps-là. C'est pas proche. C'est même pas proche. Écoute, s'il avait défendu son titre 6-7 fois, Usman peut-être. Puis il est vraiment bon. Oui, il y a une slump après. Moi, je l'ai toujours bien aimé, Kamaru Usman. Mais comparer ça à Georges Saint-Pierre, oubliez ça. Ben, c'est ça. Moi, j'ai bien la misère parce que les faits sont là. Faut que tu regardes les faits. Oui. Faut que tu t'en remettes aux faits, puis c'est là. Tu peux pas mentir ce qui est écrit et ce qui est arrivé dans l'histoire. Faut que tu sortes l'émotion. C'est comme si tu disais que Pereira est aussi grand 205 livres que John Jones. Ouais. Ben non. Non. Ben non. John Jones a fait le tour de la cassette 2 fois. Oui, quand tu l'aimes pas, c'est ça. Puis Georges a fait ça aussi. À la fin, il y a comme plus de monde pour l'affronter. Non, c'est ça. Il a fait le tour. Oui, carrément. Matt, encore une fois, on a débordé un petit peu, mais ça va, c'est correct. Hein? On a un timer maintenant. On a un timer. Correspond nous a mis un timer avec raison. Hey, après la Hypoke News, ce qui se passe, c'est le face-à-face. Restez avec nous.
si vous voulez. Il va y avoir le face-à-face qui va suivre. Et aujourd'hui, hey, j'ai pas fini avec cette nouvelle-là pour rien. C'était prévu? Ben oui, c'était prévu. T'es fort, très fort. Moi, je fais des liens. Georges Saint-Pierre qui est dans le face-à-face cette semaine. Ça va être intéressant. Restez avec nous ou allez voir, suivez sur le face-à-face. Georges, on va se rappeler des souvenirs. On va se rappeler des souvenirs quand on s'est battu sur l'UFC 50. Ouf. Quand John McCarthy nous avait dit, si les deux vous gagnez, on sac notre camp, ça va exploser, ça. L'UFC 74, quand j'ai gagné contre Keldon Grove, puis il a gagné contre Josh Koscheck, qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires aussi. On va se rappeler de beaucoup de choses. Quand on s'est battu au scratch à Laval à 19 ans, quand ça a commencé, là, on regardait les Donald Lumet puis les Steve Vigneault, c'était nos idoles. Fait que ça va être une entrevue de souvenirs, une entrevue en chum. M'intéresse pas de savoir qu'est-ce qu'il fait là, présentement on le connaît son palmarès. Là. Exactement. Ouais. Ça va être la fin. On va jaser de vraies affaires. On va jaser en chum. Fait que ça vous tente de voir ça. Suivez le face-à-face.